Donc, comme je vous disais, effectivement, le petit schéma à droite, SCE, donc S3D dépend, est une filiale d'SCE, qui est le plus gros bureau d'études du groupe Keiran, et donc qui compte 500 salariés aujourd'hui en France. S3D, nous, on est des purs spécialistes, comme je vous l'ai dit, contrairement effectivement à notre maison mère, et nos domaines de prédilection, c'est la méthanisation, qui est une filière dynamique depuis la création des S3D en 2007. Donc là, c'est faire du biogaz à partir de déchets fermentés cibles. La pyrogasification, donc là, c'est faire du syngas à partir de déchets anhydres, faiblement humides, on va dire, type bois. Donc on met dans la catégorie des ligneux. Et donc CSR qui intéresse beaucoup aujourd'hui. Les carburants alternatifs, donc c'est station GNV, production d'hydrogène, station hydrogène et production de biodiesel également. Et enfin, notre quatrième pôle, qui est le pôle stratégie et performance, qui, en fait, c'est un pôle transversal qui accompagne les grosses sociétés, collectivités dans ces mutations, donc soit énergétique, traitement de déchets et mobilité. Donc voilà, donc j'en viens effectivement à ma présentation. Donc je vais commencer par faire une petite introduction sur les différents types de production d'hydrogène. Donc Paul nous a un peu spolié là, mais j'ai un schéma justement qui va reprendre tout ce que tu viens de dire. Partie 2, justement, les contraintes aujourd'hui sur les usages. Une partie 3 sur la production d'hydrogène à partir de gasification. Et je vais présenter les différents modes économiques aujourd'hui en développement en France. Enfin, je ferai une conclusion d'ordre général sur cette filière. Donc voici ce petit schéma qui reprend effectivement tout ce qu'a dit Paul. Donc effectivement, on peut produire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse, de l'eau et une électricité soit d'origine renouvelable, soit effectivement d'origine nucléaire. Et aujourd'hui, la grosse partie de production de l'hydrogène est faite à partir du réformage du gaz naturel, voire de sources fossiles autres. Et on a aussi la possibilité effectivement de faire de l'hydrogène vert à partir de réformage de biométhane issu effectivement de la fermentation anaérobique de biomasse. Donc c'est ce que tu disais, Paul. Donc sur ce schéma, effectivement, il y a toutes les façons de faire de l'hydrogène, que ça soit vert, que ça soit gris à partir du réformage, bleu si on capte le CO2 émis lors du réformage, jaune si c'est exclusivement nucléaire, non, si c'est rose si c'est exclusivement nucléaire, jaune si c'est le mix en général. Donc vous voyez que c'est un peu complexe cette notion de couleur. Et c'est d'ailleurs pourquoi, effectivement, la Commission européenne va changer ses intitulés à la mi-année, mi-2021. On ne parlera plus que donc d'hydrogène propre, pour l'équivalent hydrogène vert, hydrogène bas carbone et l'hydrogène fossile, pour simplifier un petit peu toutes ces couleurs. Voilà, je passe. Donc aujourd'hui, effectivement, la contrainte du développement des projets de production d'hydrogène vert, mais pas exclusivement ces projets-là, ce sont les usages. Donc, on aurait pu effectivement avoir cette opportunité d'injecter l'hydrogène dans le réseau de gaz naturel, mais aujourd'hui, c'est pas encore possible et on n'a pas de prix de rachat de l'hydrogène pour cette voie de valorisation. Première contrainte. Deuxième contrainte, c'est que les véhicules aujourd'hui disponibles restent chers. Lorsqu'on fait des études de comparaison entre un véhicule diesel, un véhicule au GNV et un véhicule hydrogène, on s'aperçoit que le véhicule hydrogène est parfois le double d'un véhicule diesel et les choix restent limités. Donc, ce que je dis, c'est un constat. Effectivement, cette filière est en pleine effervescence. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste effectivement le cas. Donc, pour pouvoir développer des projets de production d'hydrogène mobilité, on a nécessairement besoin d'engagement de consommateurs pour sécuriser les projets. Donc, ça peut être effectivement des consommateurs industriels, mais aujourd'hui, voilà, ils achètent de l'hydrogène fossile à bas coût. Donc, effectivement, on se retourne vers des flottes captives. Et aujourd'hui, les collectivités commencent à s'emparer du sujet. Donc, c'est bien intéressant, mais voilà, il faut quand même avoir des engagements contractuels pour pouvoir lancer les projets pour la plupart.
Voilà, quelques exemples effectivement de consommation d'hydrogène de différents véhicules, un véhicule léger, un bus, un camion qui fait de la collecte d'ordures ménagères. Bon, voilà, on s'aperçoit qu'effectivement, lorsqu'on arrive à des productions importantes d'hydrogène donc par jour, ben voilà, il faut bon nombre de véhicules au quotidien pour consommer effectivement l'hydrogène produit. Donc maintenant, effectivement, j'arrive sur la partie de notre spécialité, S3D, comment produire de l'hydrogène à partir de la gazéification de déchets ou de biomasse. Et ben, écoutez, c'est relativement simple. La gazéification est un procédé donc thermochimique qui produit aujourd'hui du syngas, qui est lui-même composé d'hydrogène. Donc, dans le meilleur des cas, on va réussir à obtenir 20 à 25% d'hydrogène. Mais également, il contient des éléments polluants. Donc, la première chose à faire, c'est de traiter ce syngas et d'enlever les éléments polluants. Ça peut être du soufre, ça peut être du chlore, qui peuvent endommager différents éléments des briques aval que je vais préciser par la suite. Il faut également aussi enlever les goudrons qui peuvent aussi polluer les briques aval. Ensuite, donc les briques aval, c'est enrichir justement en hydrogène ce gaz de synthèse, qui, dans le meilleur des cas, comme je disais, riche à 25%. Donc voilà, du coup, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on voit effectivement le plus abondamment développé sur cette filière, c'est donc l'installation d'un water gas shift. Donc c'est un procédé qui, par l'usage d'un catalyseur et de vapeur d'eau, va donc faire réagir le CO du syngas et ainsi produire de l'hydrogène et du CO2. Donc de cette manière, on arrive à augmenter le taux d'hydrogène dans le gaz de synthèse et donc faire en sorte que cette filière est donc plus économiquement rentable. Dernière brique, séparation de l'hydrogène des autres gaz, donc le CO et le CO2, donc résiduels. Donc il faut extraire l'hydrogène par donc séparation. Donc ça peut être du PSA, bien d'autres technologies. Et une fois qu'on l'a séparé et qu'il est suffisamment pur, et ben on va pouvoir le compresser et le rendre disponible pour soit de l'injection ou soit effectivement une distribution des véhicules mobiles. Alors, tout commence par la pyrogasification dans le schéma que je vous ai présenté. Donc là ici, c'est un panorama des différentes technologies de pyrogasification aujourd'hui sur le marché. Vous avez donc des gazogènes à l'IFIX, donc soit co-courant, contre-courant, double fire ou étagé. Vous vous apercevez effectivement qu'il y a différentes solutions technologiques possibles. Donc, méfiance. Je n'ai pas l'intention lors de cette présentation d'en faire une explication précise. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions sur le sujet. Juste ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement la variété des procédés aujourd'hui. Et vous avez également les lits fluidisés, donc qui sont plus appropriés à des grosses productions de gaz de synthèse. Donc vous avez les lits fixes plutôt sur des petites productions, et vous avez les lits fluidisés sur des grosses productions. D'ailleurs, on va arriver sur la slide suivante. Afin de choisir la bonne technologie de pyrogasification, il faut effectivement regarder sur quelle capacité de valorisation de votre biomasse vous êtes. Donc là, effectivement, c'est en énergie PCI entrée. Vous vous situez pour pouvoir bien choisir la technologie, mais également aussi regarder en fonction de votre combustible, taux d'humidité, granulométrie, taux de cendre, fusibilité des cendres, quelles sont les technologies en adéquation avec celui-ci. Enfin, s'il s'agit pour vous de produire de l'hydrogène pur, ou s'il s'agit pour vous, je vais expliquer par la suite, de produire de l'hydrogène et également faire du biométhane de synthèse, il faudra, notamment pour la partie biométhane de synthèse, privilégier des technologies de gasification à l'oxygène pour éviter d'introduire dans la filière biométhane donc de l'azote. Voilà, ce que je veux dire effectivement ici, c'est que le choix de la brique première est assez complexe. Donc maintenant, j'introduis les différents modèles économiques qui se développent sur le territoire français. Donc effectivement, vous avez des projets qui travaillent des résidus de scierie, donc de la sciure de bois, qu'il est aisé de transformer en pellet de bois.
Vous avez des projets qui travaillent sur des plaquettes de bois forestier, donc tout simplement qui récupèrent les bois d'éclaircie. Donc effectivement, il ne faut jamais montrer du bois les projets qui utilisent des plaquettes forestières en disant que ça va enlever du bois d'œuvre. En fait, ils ne sont pas vraiment concurrents, ce sont les bois d'éclaircie qui partent en filière bois énergie pour la plupart. Et une dernière effectivement filière qui se développe, c'est exploiter des végétaux pour les introduire dans une filière en tant que combustible, dans une filière de production d'hydrogène, donc notamment le chanvre, et Jean Foyer en fera une description par la suite. Il y a également aussi beaucoup de projets qui s'intéressent à faire de l'hydrogène à partir de déchets. Donc, vous avez le déchet de bois B, donc tout simplement les bois dits industriels. Et vous avez le combustible solide de récupération, qui est un mélange majoritairement de plastique, mais qui contient aussi des cartons et du bois. La petite photo en bas à droite. Donc, le choix du combustible va bien sûr avoir des répercussions notables sur le projet et son développement. Donc, voici effectivement un petit document qui présente les inconvénients et avantages en fonction si votre combustible est un sous-produit ou si votre combustible est une biomasse dite agricole. Donc, si vous valorisez un sous-produit, donc là j'entends de la sciure de bois, des éclaircies, liées à l'exploitation du bois d'œuvre, donc les plaquettes forestières. On peut considérer effectivement que vous faites partie d'une économie circulaire, vous valorisez un sous-produit d'une filière principale. Le traitement du gaz de synthèse sera rendu plus simple parce qu'effectivement, vous avez une biomasse qui ne présente pas de polluants. Votre hydrogène sera considéré comme un hydrogène vert à part entière. La rubrique ICPE, vous allez pouvoir intégrer la rubrique 2910A. Donc, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais voilà, aujourd'hui, vu que le bois le bois ou un composé, un sous-produit composé de bois sera facilement intégrable dans cette rubrique 2910B, contrairement à d'autres produits. La technologie de pyrogarisation est bien maîtrisée sur ces matières. Il y a bon nombre de références à travers l'Europe et le monde, et vous aurez une acceptation sociale facile. En contrepartie, vu que vous dépendez d'une filière première, si la filière bois d'œuvre explose, il y a une forte demande. Non, c'est l'inverse. Si la filière bois d'œuvre se réduit, il y aura moins d'exploitation de bois forestier et donc moins de sure. Et donc, vous êtes dépendant de cette filière. Ça aura effectivement un impact conséquent aussi sur le coût du combustible. Donc, lorsque par exemple, non, j'allais dire une bêtise. Donc, je passe sur la biomasse agricole. Si on fait cette même analyse, donc là, la biomasse agricole, vu qu'on va exploiter un végétal pour alimenter notre filière de production d'hydrogène, on a la maîtrise de la production, c'est nous-mêmes qui exploitons. Le traitement du gaz de synthèse sera effectivement aisé aussi, parce que la biomasse ne contiendra pas de polluants. Ce sera un hydrogène vert à part entière, même cas pour l'ICPE 2910A. Technologie de pyrogarisation maîtrisée, à partir du moment où on arrive à mettre cette végétale, cette biomasse agricole sous forme de granulométrie contrôlée, donc plaquettes ou pellets. Et là, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a une création d'emplois liée à l'exploitation de la biomasse agricole. En inconvénient, des rendements effectivement dépendants des aléas climatiques. Imaginons des étés secs, la production de biomasse agricole en est réduite. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut effectivement prévoir ces aléas climatiques. La directive RED 2, qui aujourd'hui montre du doigt les biocarburants de première génération, qui pourraient effectivement être nuisibles pour ce genre de filière de production d'hydrogène à partir d'exploitation de biomasse agricole. Donc attention aussi, les textes finaux devront être très clairs bientôt. Et enfin, le coût du combustible, pareil, qui peut effectivement dépendre des aléas climatiques.
Si on fait ce même travail sur les installations alimentées à partir de déchets, vous avez donc les installations alimentées à partir de bois B. Donc aujourd'hui, donc on considère que ces projets participent à l'économie circulaire, hein, parce que voilà, on peut faire ces installations proches des productions de bois B, alors qu'aujourd'hui les exutoires actuels, ça part par bateau ou dans l'Europe, en Europe du Sud par camion. Vous voyez, donc c'est pas très vertueux tout ça. Le coût du combustible, vu que c'est un déchet, il est bien moindre qu'une biomasse, qu'un sous-produit ou qu'une biomasse agricole. Le bois B, il a l'intérêt d'être considéré comme 100% biogénique, donc l'hydrogène serait donc considéré comme vert, et donc un impact environnemental très intéressant vis-à-vis des filières actuelles. Donc, on a réalisé, nous, des ACV sur le sujet, des ACV simplifiés, il en ressort des bienfaits certains. Inconvénients, faible référence aujourd'hui sur le bois B, bien sûr en comparaison de biomasse classique. L'ICPE, on est encore un petit peu dans le flou, hein, donc on va travailler justement avec les DREAL pour faire en sorte que ça soit simple. Et le traitement du gaz de synthèse va bien sûr être plus complexe et on va donc avoir des capex supplémentaires sur ces projets liés au traitement du syngas. Le même travail, CSR. Bon, ça en fait, vu que le CSR est un mélange de bois B et de plastique, donc on participe également à l'économie circulaire. Le coût du combustible, encore moins important que le bois B, parce que là, les exutoires actuels coûtent très très cher, enfouissement, voire incinération, mais bon, et surtout export très longue distance. 30% biogénique, donc on a quand même 30% du CSR qui est considéré comme vert. Impact environnemental très intéressant vis-à-vis des filières actuelles. Comme je dis, c'est comme le bois B. Sur la partie gasification, par contre, attention, des contre-références liées souvent à la préparation de matière et à la variabilité du CSR. ICPE, le néant. Donc, effectivement, on va être vite caractérisé comme un incinérateur de déchets, donc il faut faire attention. Traitement du gaz de synthèse va être plus complexe et voilà, l'inconvénient, c'est de maîtriser la qualité de son CSR. Moi, je préconise effectivement de produire soi-même son CSR pour être sûr de ne pas avoir de surprise à la fin. En attendant le développement de l'hydrogène mobilité, il y a plusieurs projets qu'on accompagne qui réfléchissent à des solutions alternatives. C'est-à-dire, on pourrait très bien produire de l'électricité avec l'hydrogène produit via des moteurs à combustion interne. Il y a beaucoup de développements actuellement qui se font. Malheureusement, les motoristes peinent encore à garantir les moteurs à 100% d'hydrogène. Donc là, aujourd'hui, ils peuvent garantir à 50%. On attend des retours positifs pour 100% d'hydrogène. Sinon, on peut valoriser effectivement l'hydrogène produit via une pile à combustible type PEM ou une SOFC, donc pile à combustible haute température. Après, il reste le sujet, quel prix de rachat pour l'électricité produit si on voulait le revendre sur le réseau. Donc, il ne reste plus que la solution de l'autoconsommation. Là, effectivement, on connaît le prix de rachat et voilà, comme on a l'électricité nucléaire, il est moins important que dans d'autres pays européens. Produire du biométhane de synthèse. Donc voilà, on a des projets qui se disent, tiens, en attendant d'avoir une filière d'hydrogène bien identifiée, on pourrait produire du biométhane de synthèse. Donc là, il faut privilégier de la gasification à l'oxygène, comme je le disais en préambule, mettre une brique méthanation et effectivement, il y a un choix possible entre l'électrolyse et le water gas shift, parce qu'on peut très bien mettre de l'électrolyse pour enrichir le gaz de synthèse en hydrogène et à la fois produire l'oxygène nécessaire à la pyrogasification à l'oxygène. Il peut y avoir des intérêts. Par contre, quel est le prix de rachat? Aujourd'hui, pareil, on n'a pas de prix de rachat du biométhane de synthèse lorsqu'on l'injecte dans le réseau. Mais voilà, donc il y a aujourd'hui des groupes de travail dont je fais partie qui visent à promouvoir ces filières. Et on espère, via les contrats d'expérimentation, avoir la possibilité bientôt d'injecter et notamment d'avoir un tarif d'achat, enfin du moins d'avoir un appel à projet qui nous permettrait de demander un tarif d'achat intéressant. Donc voilà la filière effectivement d'injection de biométhane issue de la gasification de biomasse ou de déchets, donc biométhane de synthèse. Donc on s'aperçoit que il y a beaucoup de briques qui sont communes.
et que seule effectivement la méthanation va différer. Donc effectivement, on peut très bien imaginer un projet flexible, à la fois production d'hydrogène et du biométhane synthèse. Donc voilà, donc les conclusions. Donc les tendances qui se dégagent des premiers développements, donc concernant la maturité technologique, il n'y a pas aujourd'hui de référence sur toute la chaîne. Sur toute la chaîne, donc il n'y a pas de référence qui fonctionne. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de maturité technologique, parce qu'en fait, toutes les briques individuellement sont au stade commercial. Donc, je dirais que la clé de ces projets, c'est surtout la gestion des interfaces et faire en sorte que tout ça soit bien construit. Au niveau des CAPEX, on s'aperçoit que les CAPEX restent quand même élevés, mais on s'attend à une baisse, une baisse importante sous 3 ans de tous ces équipements. Hein, donc, la baisse attendue, nous, on estime à 15-20% sous 3 ans. Bah, effectivement, tiré par l'essor de ces différentes filières. Donc, c'est l'offre et la demande. Hein. Aujourd'hui, tous ces équipements qui existent, existent au stade commercial sur des échelles bien plus importantes. Donc, il y a un petit coup de développement à réduire les capacités. Au niveau des OPEX, donc attention au traitement du gaz, surtout lorsqu'on valorise des déchets. Donc, je voulais bien présenter. Attention aussi aux consommations électriques, hein, donc de tous les compresseurs, tous ces épurateurs, effectivement, nécessitent des puissances, des fortes puissances électriques. Donc attention, des fois on a eu des surprises. Et également, pour obtenir un bon taux de fonctionnement, il est nécessaire aussi d'avoir des opérateurs qualifiés qui n'existent pas forcément aujourd'hui sur le marché. Et donc, faire attention dans les business plans à bien intégrer le bon nombre de personnes aux bonnes qualifications sur vos projets. Enfin, je terminerai sur des perspectives positives. Donc, en fait, en France, aujourd'hui, il y a plus de 15 projets de production d'hydrogène à l'étude, identifiés. Hein. Effectivement, je pense qu'il y a à peu près une trentaine, mais voilà il y en a 15 qui sont aujourd'hui bien identifiés d'un point de vue au niveau de la communication. Voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une expertise française sur le sujet. Les collectivités sont prêtes à jouer le jeu. On accompagne des collectivités qui sont prêtes à transformer leur flotte captive, leur flotte donc de bus ben ordures. Donc c'est une chance pour le marché français. On a des constructeurs qui développent des produits, donc qui sont prêts effectivement à construire des installations demain. On a des bureaux d'études bien sûr compétents. Hein. Je fais un petit peu de la pub pour S3D. Et enfin, des énergéticiens qui sont là aussi pour promouvoir ces nouvelles filières. Donc, vous verrez sur le terrain, donc des énergéticiens à la fois donc des usagers comme GRTgaz, GRDF, mais aussi des gens comme Total qui viennent de créer une business unit sur le gaz renouvelable, ou Engie qui est déjà sur le secteur depuis quelques années. Donc, je dirais que tout est propice pour que cette filière prenne un essor certain. Donc voilà, donc moi j'en ai terminé, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions précises sur les technologies. Merci Anthony pour cette présentation panoramique très détaillée. Je vais passer la parole tout de suite à Christian Bastien de la société Hafner, dont je pense tout le monde en a entendu parler, qui va nous expliquer où se trouvent les projets Inoca et quelles sont les perspectives pour le futur. Merci Christian. La parole est à toi. Merci, je disais tout à l'heure à Paul pour cette opportunité. Merci également à Anthony pour la présentation qu'il a faite sur le panorama et l'ensemble de la situation de l'hydrogène. Je vais commencer par une petite présentation rapide avec le procédé Inoca. Auparavant, quelques mots sur la société Hafner Energy.
un petit souci. Qu'est-ce qui se passe avec mon écran? Non. Il y a quelque chose de bizarre. Attendez, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à passer à l'écran suivant. Si, voilà, c'est parfait, on y arrive. Donc nous, je dis toujours, on est une start-up de la transition énergétique, mais on est une start-up de plus de 25 ans d'existence et d'expérience dans la valorisation énergétique de biomasse. Ça fait en effet de nombreuses années que nous accompagnons des porteurs de projets pour convertir de la biomasse en énergie, typiquement par des procédés conventionnels de combustion et de cogénération. Et depuis 2015, on s'est lancé à fond dans l'innovation de rupture avec le procédé INOCA, dont je vais vous parler maintenant, qui permet donc la production d'hydrogène à partir de biomasse. Nous sommes une société implantée à Vitry-le-François et également à Nantes, avec un actionnariat familial, et quelques actionnaires nouveaux nous ont rejoints, dont Kouros, qui est également par ailleurs actionnaire des taxis Hype à Paris et qui marque par l'arrivée chez Hafner Energy son engagement en faveur de l'hydrogène. Je vais vous présenter maintenant quelques exemples de réalisation dans la partie basse du document. Vous voyez quelques exemples de réalisations auxquelles on a contribué, soit au départ en tant que maître d'œuvre, puis plus récemment en tant que maître d'œuvre avec fourniture d'équipement. Et je présenterai par exemple la dernière photographie à droite, qui est une centrale de cogénération biomasse que nous venons de mettre en service à Amsterdam pour AEB et qui produit désormais chaleur et électricité à partir de biomasse. Il s'agit d'un projet sur lequel nous étions fournisseurs clés en main. Donc, vous voyez l'expertise de la société dans la maîtrise d'œuvre et également dans la réalisation complète clé en main d'installations de production d'énergie. En parallèle de ces références que je présente ici, nous avons développé le procédé INOCA. À partir de 2015, on a investi massivement en recherche et développement. Nous avons commencé le lancement commercial du procédé INOCA en 2018 et signé les premiers contrats en 2019 qui sont maintenant en cours de réalisation. J'y viendrai un petit peu plus tard. Alors, Anthony a parlé effectivement des différentes solutions pour produire de la biomasse, de l'hydrogène. Et la biomasse nous paraît tout à fait naturelle pour cela, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est abondante, qu'elle est variée, qu'elle est présente partout en France et dans le monde. Et si on regarde la quantité de biomasse qui est produite par la nature, par le soleil finalement en France, on dépasse les 1000 TWh par an, ce qui est supérieur à la consommation totale de pétrole, quels que soient les usages en France. Donc vous voyez que la nature a un potentiel de production renouvelable qui est assez conséquent. Par ailleurs, la biomasse est effectivement relativement bon marché. Si on la compare à du pétrole à la source, on a effectivement un coût d'entrant qui est plutôt bas. Et si je prends l'exemple des plaquettes forestières qui sont plutôt des produits relativement élaborés, on est sur un prix énergétique, un coût énergétique de l'ordre de 20 € le mégawattheure. Évidemment, lorsqu'on glisse vers les déchets, les CSR, le prix est bien plus bas et dans certains cas, ce n'est pas un prix, on perçoit une redevance pour valoriser ces déchets. La biomasse a aussi un énorme avantage, c'est qu'elle n'est pas intermittente, elle ne dépend pas des aléas climatiques, elle est stockable et elle est facile à transporter. Et d'autre part, elle est parfaitement intégrée dans une logique d'économie circulaire, puisque étant présente partout dans les territoires vont pouvoir produire l'hydrogène et leurs énergies à partir de leurs propres ressources. Je présente maintenant un document qui a été publié il y a quelques années par Solagro. Il s'agissait d'une étude par laquelle on a cherché à voir comment remplacer l'intégralité du gaz naturel distribué dans les réseaux de gaz en France à l'horizon 2050. Et les trois filières qui avaient été évaluées pour cela, c'est à la fois la méthanisation, la gazéification et également le power to gas, c'est-à-dire la conversion d'électricité en gaz qu'on réinjecte en hydrogène, notamment qu'on réinjecte ensuite dans les réseaux de gaz. Et vous voyez donc le potentiel est considérable et la gazéification a une place toute choisie dans la plupart des régions françaises, même si dans l'ouest de la France, on voit qu'il y a
une part de power to gas plus importante, compte tenu du fait de la présence d'un gisement éolien plus important. Alors, le procédé INOCA, finalement, il s'inscrit dans cette logique pour produire de l'hydrogène renouvelable, évidemment. Il est renouvelable puisqu'il est produit à partir de biomasse lignocellulosique. J'en profite pour dire qu'il n'est pas du tout concurrentiel avec les procédés de méthanisation, hein, qui ont plutôt une visée, on vise à utiliser des entrants plutôt humides, hein, fermentescibles, alors que nous, on est plutôt sur la fraction lignocellulosique. L'hydrogène est compétitif parce que, comme vous avez pu le constater, si on a un rendement, pardon, un rendement de conversion élevé, ça permettra d'obtenir un hydrogène avec un coût effectivement très compétitif, et également grâce au fonctionnement continu du procédé qui, lui, ne dépend pas de la disponibilité de courant électrique ou de vent ou de soleil. Et comme je l'ai déjà dit, donc, ça s'inscrit parfaitement dans une logique d'économie circulaire. Les stations INOCA visent à une production horaire de 5 kg à peu près 100 kg/h en production d'hydrogène pur. Alors, les arguments principaux en matière de production d'hydrogène avec INOCA, c'est d'abord une solution qui est vraiment pertinente à l'échelle des régions, qui permet de soutenir les filières agroforestières locales, qui sont souvent en quête de débouchés pour leurs résidus. J'insiste là également, tout comme Anthony tout à l'heure, sur la notion de résidus. Il est hors de question d'aller couper des arbres pour produire de l'hydrogène. Les gisements en matière de résidus sont très amplement suffisants pour assurer des productions d'hydrogène tout à fait considérables dans les territoires. L'avantage également des procédés, c'est qu'ils permettent une production en continu pendant toute l'année, sans aucun impact sur les réseaux électriques, c'est important. Enfin, en tout cas, un impact marginal sur les réseaux électriques. Le coût de production de l'hydrogène à partir de ces procédés d'INOCA est totalement décorrélé des prix de l'électricité et des aléas climatiques. Et enfin, la solution est créatrice de beaucoup plus d'emplois locaux, non délocalisables, à la fois pour la production d'hydrogène, mais aussi pour la filière amont qui va collecter et transformer les biomasses. Alors, en quoi consiste finalement l'innovation INOCA ? C'est une technologie de rupture développée intégralement par Hafner Energy, protégée par plus de 14 familles de brevets à l'international. Et le procédé fonctionne, comme on l'a un petit peu décrit tout à l'heure, par transformation thermique de la biomasse. Alors on parle toujours d'électrolyse, et nous on parle de thermolyse, c'est-à-dire que sous l'effet de la chaleur, au lieu de briser les molécules d'eau pour en extraire hydrogène et oxygène séparément, on va briser des molécules de biomasse, particulièrement de la cellulose, par exemple, C6H9O5, pour en extraire une fraction gazeuse et pour en extraire une fraction solide qu'on appelle du biochar. Alors, dans notre procédé, il n'y a pas de gazéification complète et il n'y a aucun apport d'air dans cette première étape de thermolyse, ni même dans la deuxième étape qui suit sur les vapeurs de thermolyse qu'on vient craquer à plus de 1000 degrés. Donc, la première étape, thermolyse autour de 500 degrés, va produire du char ou du biochar d'un côté, va produire des vapeurs de thermolyse de l'autre, et ces vapeurs de thermolyse sont ensuite donc craquées en absence d'oxygène à plus de 1000 degrés. Sous l'effet de la température, les gaz vont encore une fois se réduire et on aura à la sortie un mélange majoritairement composé de CO et d'hydrogène. Et avec une réaction de gaz à l'eau, on arrive à maximiser ensuite le taux d'hydrogène pour atteindre, dans ce que nous appelons hypergaz, des taux d'hydrogène voisins de 70%. Et c'est ces taux très élevés d'hydrogène qui vont faciliter l'extraction de l'hydrogène de ces gaz et également l'extraction à des conditions économiquement rentables. L'ensemble du procédé se faisant sans apport d'air, d'oxygène, il n'y a donc pas de dilution des gaz à l'azote. Le coproduit de biochar a plusieurs intérêts. C'est d'abord évidemment un combustible, comme du charbon, avec un PCI très élevé, qui est facilement stockable et transportable, mais c'est aussi, et c'est la partie qui nous paraît la plus intéressante, c'est aussi finalement un puits de carbone. Ce biochar, s'il retourne au sol et qu'il est utilisé en amendement agronomique par exemple, va constituer un stock de CO2 pour des centaines d'années.
Et donc, ceci nous permet finalement de produire un hydrogène qui sera non seulement vert, mais j'allais dire presque super vert, puisque en intégrant le retour au sol de ce CO2 sous forme de biochar, en fait, le bilan carbone global du procédé est négatif. Donc, si on roule avec un véhicule à hydrogène alimenté par Inoka, ce véhicule va rouler à bilan carbone neutre, mais en même temps, il va effacer la consommation et les émissions de CO2 d'un autre véhicule qui, lui, fonctionnerait encore au gasoil. Donc, on a un impact sur l'environnement qui est absolument considérable. On pourrait donc, c'est un petit peu une perche que je lance aujourd'hui, parler d'hydrogène super vert. L'intérêt du processus, c'est également d'avoir la possibilité de moduler entre la production d'hypergaz, qui est un gaz énergétique valorisable en énergie thermique ou électrique, et l'extraction d'hydrogène, c'est-à-dire qu'en absence d'enlèvement d'hydrogène, eh bien, on peut tout à fait valoriser l'intégralité de l'hypergaz produit en énergie thermique, par exemple, et de ce fait, équilibrer, contribuer à l'amortissement de la station en attendant le développement de la mobilité hydrogène et des usages hydrogène. Alors, une station type Inoka, telle que celle dont je vais vous parler tout à l'heure, consomme environ 7500 tonnes de biomasse. J'insiste, encore une fois, ce sont des résidus de l'exploitation agroforestière, va produire environ 1500 tonnes de biochar qui peut constituer un puits de carbone conséquent pour l'ensemble de la filière, mais également une source de revenus parce que le biochar est très recherché pour sa valeur agronomique. Et en parallèle de cela, le procédé va produire environ 250 tonnes d'hydrogène renouvelable. Pour la partie syngas, hypergaz, la valorisation, c'est à la fois thermique, dans des chaudières par exemple, dans des moteurs pour produire électricité et chaleur, voire même dans une unité de méthanation pour reproduire à ce moment-là du gaz méthane injectable dans les réseaux. Nous avons aujourd'hui deux projets qui ont été réalisés. Le premier, c'est celui de Vitre Hydrogène, qui est un projet démonstrateur que nous avons réalisé à Vitry-le-François. Vous voyez la petite photographie du pilote préindustriel qui est en fonctionnement depuis 2019. Ce projet a été fortement soutenu par l'ADEME et dans le cadre du programme des investissements d'avenir et a permis d'obtenir effectivement des subventions assez conséquentes sur l'ensemble du projet. Ce projet nous a permis surtout de collecter des données essentielles sur le dimensionnement des équipements industriels dont nous sommes actuellement en train d'assurer le déploiement, au travers en particulier du premier projet à l'échelle industrielle que je vais vous présenter maintenant. C'est celui qu'on a monté avec RGDS, qui est un distributeur de gaz renouvelable et de gaz naturel sur l'Eurométropole de Strasbourg, pour une station qui, à terme, produira 700 kg d'hydrogène par jour et d'hydrogène renouvelable. Voilà la vue d'architecte du projet. Le permis de construire, évidemment, est en cours de déploiement. Et sur le projet, vous voyez en première partie la station qui distribuera l'hydrogène aux véhicules. Dans la partie immédiatement suivante, vous avez l'ensemble de la station de compression, stockage et de distribution d'hydrogène. Et donc, vous voyez qu'elle prend finalement pas mal de place, mais c'est malheureusement la contrainte imposée par l'hydrogène gazeux distribué. En arrière, vous voyez le bâtiment violet qui est le bâtiment de production d'hydrogène Inoka. Et la partie à gauche, c'est le stock de biomasse. Ce projet a donc été monté conjointement au travers d'une JV que nous avons constituée avec RENR, la filiale des énergies renouvelables de RGDS. RGDS, donc, c'est un support public au travers de la ville de Strasbourg, de la Caisse des dépôts et d'Engie. Et ce qui a motivé notre client pour ce projet, c'est tout d'abord la décarbonation des usages de l'industrie, du puits à la roue. C'est vraiment une logique très forte pour notre client RGDS. Et également, motivation importante pour eux, c'est la création d'économies circulaires avec des ressources locales et la valorisation des territoires. Alors, cette première station est en cours d'installation à Strasbourg, dans la plaine des Bouchers, rue du Doubs. Elle produira donc à terme sur place 700 kg d'hydrogène renouvelable, de quoi faire circuler, comme vous le voyez, bon nombre de véhicules
sur l'Eurométropole, notamment des rames TER, notamment des bennes d'enlèvement d'ordures ménagères, dont les contrats d'alimentation en hydrogène sont actuellement en cours d'élaboration. Le projet est actuellement en cours de réalisation. Nous sommes en train de livrer les équipements et d'assurer l'installation des premiers équipements et d'une première ligne de thermolyse et de craquage. Je rappelle que le procédé donc, est constitué de plusieurs étapes. Après des tests et qualifications qui vont se dérouler dans le courant de l'année 2021, on doublera puis triplera la capacité de production de Saint-Gaz et on ajoutera la partie extraction-purification d'hydrogène et la station de distribution d'hydrogène aux véhicules. Mais évidemment, la partie la plus importante, c'est celle que nous sommes actuellement en train de réaliser, puisque c'est celle qui va permettre la démonstration du fonctionnement et des performances du procédé INOCA. Et donc, voilà quelques photographies toutes récentes qui datent de ce mois-ci. La photographie de gauche vous montre la mise en place des premiers modules. Le module en vert, c'est le module de thermolyse, le premier étage du procédé. Le module qui est encore sur le camion sur la photographie, c'est le module de craquage, qui va permettre donc de craquer les vapeurs de thermolyse à très haute température. Et l'ensemble de ces deux modules permet de produire de l'hypergaz équivalent à 240 kg d'hydrogène par jour. La photographie de droite vous montre les équipements en cours d'installation dont les essais sont déjà programmés dans les prochaines semaines et permettront, dans le courant du deuxième trimestre de cette année, de démontrer à la fois la production d'hypergaz aux spécifications que nous avons déployées et également la production de biochar, le tout étant équivalent donc à peu près 240 kg d'hydrogène par jour. Notre innovation a été effectivement bien médiatisée aussi ces derniers temps et nous avons obtenu plusieurs reconnaissances, notamment le prix de l'innovation dans le cadre du salon Polytech. Le premier prix de l'innovation, c'était la première fois effectivement qu'un projet hydrogène avait été salué par les organisations du salon Polytech. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'imagine qu'il y aura quelques questions et j'espère pouvoir y répondre. Merci. Merci Christian pour cette présentation et on félicite bien évidemment la société AFNER pour tous ses progrès et on espère bien que vous allez continuer en ce sens-là. Je m'en doute pas. On est lancé à fond, mais aujourd'hui, effectivement, je suis très heureux parce que c'est la première fois qu'on peut montrer quelque chose de concret. C'est vrai que le concept est extrêmement séduisant. Les études de faisabilité montrent qu'on a effectivement une solution qui permet d'avoir un hydrogène non seulement renouvelable, mais également très compétitif. J'insiste fortement sur ce point. On pense que dans les toutes prochaines années, il sera possible d'obtenir des prix d'hydrogène qui seront réellement compétitifs et même, dans certains cas, pratiquement à parité avec l'hydrogène fossile produit à partir de méthane. Alors quand on peut produire du renouvelable pratiquement au coût du fossile, je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Absolument. Et c'est très bien. Félicitations pour ces avancées, comme je t'ai dit. Donc, à ce moment, j'ai passé la parole à Rolf de la société Cortus Energy, qui est basée en Suède, qui a une expérience très riche dans ce sujet et il arrive à le synthéser dans un seul mot qui est dans son description sur LinkedIn, qui est endurance, l'endurance. Donc là, je pense là explique que ce chemin qu'il a pris depuis les années, il a maîtrisé et aujourd'hui un résultat final qui est aussi très prometteuse. Donc à ce moment-là, je passe la parole à Rolf. Over to you. Well, thank you very much. Thank you for having me. It's a Un très grand merci. Merci de m'avoir invité. Je suis absolument ravie d'être ici avec vous et ravie aussi d'avoir la possibilité de vous présenter notre solution
notre solution, donc où on passe de la biomasse à l'hydrogène. Alors, sachez que nous avons démarré avec notre usine à Agadas en Suède. Nous sommes à plus de 100 km au nord de l'endroit où la plupart d'entre vous vous situez. Donc, nous avons cette aciérie. Vous voyez, c'est une aciérie où nous avons commencé à produire du syngas. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter notre entreprise et ensuite, je passerai en revue notre technologie. Je vais vous parler de ce projet, le projet Oganas, et comment ceci nous a amenés vers l'hydrogène et de façon assez spectaculaire, je trouve. Alors, avançons un petit peu ensemble. Donc, je suis le fondateur de l'entreprise. Cela fait quasiment 15 ans que la société existe et notre idée au départ était simplement de créer une nouvelle technologie pour la gasification. On voulait que ce soit plus efficace que la technologie que l'on avait auparavant. Et ainsi, dès le début, nous avons commencé à réaliser des tests au sein de laboratoire à l'université. Puis, on a mis en place un système de gasification. On a travaillé avec une société spécialisée dans le gaz. Et en 2011, nous avons pu commencer à travailler avec des unités de gazéification. Et petit à petit, on a agrandi l'échelle pour avoir une usine. Et entre 2014 et 2015, on a pu créer une usine et tester un ensemble de plus de 15 biomasses pour voir comment cela fonctionnait avec notre unité. On a vraiment pu tout tester afin de pouvoir rester compétitif à l'avenir avec l'utilisation de la biomasse. L'étape suivante a été que de faire toute l'ingénierie pour notre premier site industriel en Suède. Et en parallèle également, nous avons travaillé avec le Japon et la Californie pour la même chose. La construction a commencé en 2018 pour ces deux sites et désormais, nous sommes en mesure de faire démarrer chacun de ces deux sites. Avec quoi est-ce que nous travaillons? Il s'agit d'une usine pour la production de CO2 et de l'hydrogène de façon combinée. Nous travaillons par exemple avec des sociétés qui gèrent la méthanisation des gaz naturels et nous avons des systèmes, des projets pour le chauffage combiné en Californie et également en France. Alors, l'installation Häagen-Dazs se trouve au sud de la Suède et on se trouve juste en dehors de Stockholm. Notre station d'essai se trouve à 1 heure et demie de la zone de Stockholm. Nous avons aujourd'hui 30 salariés, dont la moitié se trouve à Sist et l'autre à Höganäs. Alors, notre technologie est une technologie à 3 étages. Donc, on commence avec une biomasse humide, on la sèche dans un séchoir à séchage ou indirect. C'est un peu comme un sèche-linge. Donc, il y a des gaz à l'extérieur du tambour et le tambour a des tubes internes. Donc, c'est un peu comme un échangeur de chaleur en rotation. Donc, on va sécher jusqu'à... pardon, je devrais parler de l'humidité. Donc, on doit atteindre moins de 5%. Après, on passe à la pyrolyse. Donc, pour la pyrolyse, on va augmenter la température sans air. On va monter jusqu'à 400 degrés dans un tambour à rotation similaire. C'est une pyrolyse lente. Il y a beaucoup de char qui est produit par ce processus et des gaz de pyrolyse. Et ce qui se passe, c'est que le char est plus ou moins du carbone pur. Les gaz de pyrolyse retiennent tous les goudrons et les hydrocarbures. Et donc, le gaz de pyrolyse, on va l'utiliser pour le chauffage. Et le char, on va le broyer pour que cela devienne une poudre très fine en dessous de 100 microns. Après, on passe à l'étape gazéification où on va chauffer indirectement jusqu'à 1100 degrés. Donc, on ne va pas mélanger le flux de processus.
de char et la vapeur qui est générée par le chauffage. Donc, c'est l'irradiation qui chauffe le système de gazification. Donc, le réacteur peut ensuite prendre le char et produire une conversion complète en gaz. Et c'est très utile pour le processus. Donc, on a un gaz de 1100 degrés qui va vers le filtre. On va le comprimer et on va l'utiliser à l'aval. Pour l'efficacité énergétique, il faut qu'on s'occupe également des gaz de combustion. Donc, les gaz de combustion des brûleurs sont utilisés pour chauffer le système de gazification. On les prend pour chauffer le réacteur de pyrolyse et ensuite, ces mêmes gaz vont chauffer le séchoir. Donc, c'est très efficace. Donc, on part d'une biomasse humide à un gaz pur ou un gaz de synthèse. Comme je l'ai dit, il y a 30 différentes biomasses que nous avons testées. Nous avons qualifié 3 biomasses pour notre installation à Hargnas. Donc, des plaquettes, de l'écorce, des résidus de forêt, et on faisait des mélanges pour être rentable. Donc, c'est du bois, c'est des déchets industriels que nous avons testés et on a plus de 300 différentes biomasses ou différents combustibles de gazification. Et donc, il faut surtout comprendre la dynamique du séchage, la partie pyrolyse, il faut comprendre les caractéristiques et il faut pouvoir faire une conversion et une réaction à 100% à 1100 degrés C. Donc ça, c'est l'épine dorsale de notre processus. Le résultat, comme je disais, c'est-à-dire l'utilisation de chaleur en excès pour la pyrolyse et pour le séchage, fait que c'est un système très efficace. Un bon pourcentage de l'énergie provient des gaz de synthèse. Je crois qu'il a dit 80%. Nous avons une portefeuille breveté pour le processus de gazification et le processus de gazification qui produit de l'hydrogène. Donc, on a une technologie d'injection et pour l'industrie de l'acier, on a un processus de biocoking. Donc, on peut customiser le biocoque pour des besoins métallurgiques. Et nous avons également un processus d'hydrocarbone. C'est quelque chose qu'on fait de manière différente, mais on va utiliser les gaz de pyrolyse comme produit de fin. Mais c'est nouveau. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce qu'on réduit l'écart entre la biomasse de classe faible et l'industrie et les besoins de transport? Donc, l'industrie veut se débarrasser de certaines choses, surtout le CO2 fossile à travers les gaz d'énergie, l'hydrogène, biocoque. Et lorsqu'il s'agit de combustible de transport, on parle de méthane et il est question de faire la mise à échelle dans cette partie aval du processus. Et on essaie bien sûr d'utiliser les programmes et les soutiens financiers pour que cela puisse avoir lieu. Donc, les syngas qui sont produits sont riches en hydrogène, donc 58% d'hydrogène, mais 29% de monoxyde de carbone, quelques pourcents de méthane et le reste, c'est du dioxyde de carbone. Ceci nous donne quelque chose qui est une copie chimique presque d'un gaz naturel qui a été vaporéformé.
nous avons un but très ambitieux. Nous espérons pouvoir aider l'industrie et le secteur du transport de réduire les émissions grâce à cette plateforme technologique. C'est juste un exemple de comment comment est la composition dans le système de gazification à Höganäs. Alors, je vous ai parlé du projet Höganäs. C'est le premier projet industriel de cette nature. Et cette usine 6 mégawatts donc, fait 2,2 tonnes humides par heure, un peu plus quand c'est sec. Désolé, ça prête à confusion. Mais on a un accord de 20 ans avec Höganäs AB. Donc, c'est un producteur de poudre de fer. Le résultat de cela, c'est 10 000 tonnes de réduction de CO2 sur leur site. Ensuite, lorsque on aura stabilisé la première partie de la production, on va pouvoir peut-être étendre les activités et arriver à 20 mégawatts. Donc, Höganäs produit des poudres métalliques, des poudres ferreux. C'est une entreprise internationale qui est bien connue en Suède. Nous avons également quelques partenaires, quelques sponsors pour ce projet. Donc, ABB, vous devez connaître, Sergia et Sviaskog, ce sont des fournisseurs de biomasse. Swedbank et Almi Calderis, pardon, ce sont des fournisseurs d'isolants céramiques pour le système de gazification. Donc voilà, on a une bonne qualité de syngas dès le départ. C'est quelque chose que nous avons testé dans les chaudières de Höganäs AB. On a quelques problèmes de mise à shell à cause de la poussière. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour résoudre ce problème? Donc, ici, nous savons qu'il faut faire quelque chose. Et ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des cycles chauds. Donc, avec les gaz de pyrolyse, il faut de la chaleur, il faut de la température élevée. Et donc, nous sommes en train d'installer des cyclones chauds pour pouvoir démarrer tout cela. L'idée, c'est de pouvoir démarrer cette nouvelle partie au mois de mars. Donc, on a fait fonctionner pendant la journée, on a fait des tests, des premiers tests, on a rajouté les cyclones. Donc, on va atteindre le jalon 3, c'est-à-dire un fonctionnement pendant 7 jours sans arrêt, et on va démarrer la démonstration cet été, donc pour atteindre le jalon 4, et on va démarrer la livraison de syngas à la fin de l'année et pour les 20 ans à venir. Nous pensons que notre technologie rentre bien dans l'industrie de l'acier, qu'il s'agisse de syngas ou de méthane. Cela rentre bien dans la demande d'hydrogène pour les fours d'électrolyse. Et pour le besoin en termes de biocoke, on travaille là-dedans aussi. Donc, on travaille avec toute une base de clients. SNG veut dire Synthetic Natural Gas, le gaz naturel synthétique ou le biogaz. Il y a plusieurs noms qui sont utilisés. Mais au mois de mai 2018, lors des essais, nous avons testé toute la chaîne logistique, donc toutes les étapes, donc l'arrivée de bois, le conditionnement de gaz, le processus catalytique, la séparation des gaz de méthane. Et c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible, on peut le faire. C'est vraiment la preuve
du concept, on va dire. Et en fait, lorsqu'on commence avec 60% d'hydrogène, on sait qu'on peut faire beaucoup plus. Donc, ce que nous voyons, c'est que comme on a 60% de syngas qui sort en tant qu'hydrogène, c'est facile d'avoir la bonne chaleur. Cet hydrogène, en fait, on en a plus qu'au départ avec la biomasse. Pourquoi? Parce que on va utiliser de la vapeur pour la gazéification et la vapeur, voilà, l'hydrogène de la vapeur, donc ça fait partie du produit final. Alors, comment ça se fait? Alors, ici, nous montrons le processus traditionnel avec le passage à travers le Watergate Shift et ainsi on a un certain niveau d'hydrogène produit. Mais ce que j'ai expliqué, c'est que on a 30% de CO, on veut convertir ce CO en hydrogène et en CO2, qu'on va ensuite séparer, bien sûr. Ce que nous avons, c'est un processus à 2 étages, avec la première séparation d'hydrogène avant de passer au water gas shift. Et après, on va faire une séparation finale. C'est que d'un point de vue de la réaction chimique, en séparant la masse d'hydrogène qui arrive avec le syngas au départ, on peut faire en sorte que le CO arrive à des niveaux très bas. On peut convertir les combustibles en hydrogène à travers ce processus. Donc, c'est vraiment une position unique que nous avons en termes du processus biomasse vers l'hydrogène. Alors, pour l'avenir, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un avenir prospère. Et ce qui est vraiment merveilleux lorsqu'on travaille avec des matériaux naturels, c'est que lorsque on a des gaz synthétiques tels que nous avons avec leur composition, donc c'est un syngas très propre, on peut faire une mise à jour catalytique, on peut monter les qualités. C'est ce que je vous ai montré il y a 2 ans. On peut le faire pour les combustibles liquides, des alcools, le méthanol, l'ammoniac, tout. En fait, il y a des produits chimiques, énormément de produits chimiques basés sur le syngas, des produits bien établis. Cela ne reflète pas forcément la taille, les volumes, mais on a la technologie. La technologie existe. L'hydrogène est un porteur d'énergie, c'est un combustible et c'est également une matière première. Et le concept intéressant, et c'est ce qu'on a vu avec l'étude de préfaisabilité, c'est qu'on voit que le dioxyde de carbone vert peut être un produit de ce processus. C'est un matériau naturel pur et à un meilleur prix en tant que produit par rapport aux émissions de CO2, si on l'utilise à ces fins-là. On voit plusieurs possibilités pour l'avenir. Donc, il y a cette idée d'avoir une bioraffinerie. C'est une idée que nous étudions. Donc, on peut avoir des produits gazeux, liquides, et on peut avoir même des produits solides grâce à cette plateforme technologique. Donc, il s'agit d'une proposition réellement unique. Les syngas, l'hydrogène, les biogaz, et on peut même produire du biocoque solide.
La performance est vraiment très bonne. La partie, le processus a plusieurs étapes. Et comme pour toute technologie, l'investissement doit produire un retour. Mais pour nous, je pense qu'il y aura un bon retour pour l'hydrogène. On peut avoir quelque chose de vraiment compétitif. Désolé, Rolf, je regarde l'heure. Est-ce qu'on peut conclure assez rapidement? Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 très rapidement. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est de construire une unité plus grande, avec une capacité de 20 mégawatts. Le projet Oganas a des activités à venir. Il y a l'extension. Et donc, tout cela est très avantageux pour nous et pour nos partenaires. Alors, la question est la suivante. Où est-ce que vous voulez aller? Donc, tout d'abord, merci de votre écoute. Merci à toi, Rolf. Excuse-moi pour t'avoir fait avancer un peu plus rapidement que tu avais peut-être prévu. Alors, évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et je vais accepter mes excuses. On ne va pas pouvoir arriver à respecter l'horaire de 13h pour terminer. On va essayer de terminer pour 13h15. Donc, si vous pouvez rester encore un quart d'heure supplémentaire pour pouvoir profiter de toutes ces expériences qu'on souhaiterait partager avec vous, ce serait vraiment parfait. Alors, je vais inviter maintenant Jean Froy de la société Kairos Énergie de prendre la parole et présenter le projet qu'il mène et qu'il est en train de développer, qui va valoriser le chanvre pour produire l'hydrogène verte. Je vous passe la parole, Jean. Oui, bonjour à tous. Normalement, vous devriez réussir à voir mon écran. C'est tout bon. Merci d'essayer de rester sur 15 minutes. Oui, oui. Donc merci de me donner la parole. Effectivement, on a déjà entendu parler de plusieurs sources de biomasse pour produire donc de l'énergie verte. On a parlé dans le panorama de ce matin. Moi, je vais vous présenter une méthode qui est développée donc par Kairos Énergie pour produire de l'énergie verte issue de l'agroécologie. Donc, nous sommes partis d'un constat chez Kairos. Donc, Kairos, on existe maintenant depuis 2 ans. On a été créé suite à ces constats, qui sont les constats premièrement agricoles. L'agriculture doit relever des défis liés au changement climatique. Elle est la source de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et au niveau français, c'est le 3e poste d'émissions. Donc, on est tous impliqués dans cette transition énergétique et dans le fait de consommer mieux et en tout cas de moins émettre de CO2. Et donc les plans nationaux, européens et mondiaux vont tous dans ce sens. Également une évolution forte des mobilités. On passe du tout pétrole à des carburants plus alternatifs. Le gaz, donc le gaz fait son apparition aussi dans les moteurs thermiques. Et également, l'électricité arrive dans les groupes motopropulseurs et l'hydrogène comme étant une alternative à l'autonomie des véhicules électriques arrive également au niveau mondial de manière très forte. Ce à quoi on rajoute effectivement un besoin de la société de fonctionner en économie circulaire, ce qu'on voit de manière encore plus criante depuis 1 an maintenant et quelques jours, d'essayer de trouver des alternatives, des circuits courts, des bons plans. Et alors, on peut également le faire au niveau énergétique. Donc, la solution proposée par Kairos Énergie
c'est bien de l'énergie issue de l'agroécologie en économie circulaire. C'est-à-dire que vous avez les agriculteurs qui vont sur un nombre bien déterminé d'hectares de leur exploitation agricole travailler un modèle agroécologique. Une partie de ce modèle va permettre d'alimenter nos unités de production Kairos Énergie qui vont transformer donc la biomasse agricole en énergie propre, locale et bon marché, bien entendu. Donc l'énergie et également du CO2 alimentaire. Vous avez entendu dans la précédente présentation également les bienfaits de ce CO2 en qualité agroalimentaire. Donc j'insiste, hydrogène et méthane pour la mobilité, et donc tout ça sur un territoire très court en économie circulaire. Alors, Kairos Énergie, on s'intéresse au chanvre. Alors, le chanvre, c'est un produit agricole très intéressant qui existe depuis des milliers d'années et qui est en fait en grande partie un piège à CO2 et on va dire une plante qui permet d'assainir les sols. Alors, un piège à CO2 parce qu'il va consommer ou capter 3 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt, dans le sens où une forêt va capter environ 15 tonnes par an de CO2. Un hectare de chanvre va capter ce CO2 en 3 mois. Donc sur les mois de production, on va capter donc 15 tonnes de CO2. Ce CO2 est capté, c'est-à-dire qu'il va faire pousser une fibre très rapidement. Et donc, cette fibre va être, comme je vous l'indiquais, un réservoir à biodiversité très important. C'est le CO2 et donc le soleil et la photosynthèse qui fait pousser la plante et non pas l'eau du sol. On a besoin de très peu d'eau, donc on n'est pas très dépendant des saisons. Il nous faut surtout du soleil. Voilà. Par rapport à du maïs, on est à entre 2 et 3 fois moins d'eau nécessaire sans irrigation pour obtenir les rendements suffisants. Et le bienfait du chanvre également, c'est que c'est vraiment une culture agroécologique dans le sens où on l'intègre dans le cycle de rotation des cultures pour augmenter le rendement des cultures suivantes et restructurer les sols. Donc on va pouvoir, grâce aux racines du chanvre, drainer le sol de manière naturelle, éviter la chimie 2 ans de suite, l'année de production du chanvre, puisque le chanvre ne supporte pas ni le glyphosate, ni les insecticides. Et l'année d'après, le chanvre aura laissé une parcelle très propre et permettra d'éviter l'utilisation de produits phytosanitaires pour les cultures d'après. Donc, on augmente les rendements et donc sans concurrencer, bien entendu, les cultures vivrières, puisqu'on s'intègre dans un assolement, donc dans un cycle cultural de l'agriculteur, comme rappeler à une culture de printemps qui laisse un sol propre et qui favorise la dépollution des nappes phréatiques en absorbant les nitrates et les métaux lourds qui sont présents dans le sol. Donc cette culture, alors on ne va pas utiliser l'intégralité de la culture, hein, l'objectif n'est pas de prendre toute la plante, on va prendre ce qui nous intéresse dans le chanvre, le reste va être valorisé de manière parallèle. Donc nous, on va utiliser la matière organique donc dans un procédé de pyrogazéification, éprouvé, comme le rappelait Anthony en début, hein, on utilise uniquement des briques technologiques matures et notre valeur ajoutée, c'est d'utiliser du chanvre dans ces briques technologiques qui existent sur le marché. Donc on va préparer la matière, la sécher, la gazéifier effectivement, et ensuite pouvoir transformer le gaz de synthèse produit en différents produits. Donc on aura du CO2 en qualité agroalimentaire, de l'hydrogène en qualité pile à combustible, du méthane de synthèse qui sera injecté dans le réseau gazier français, en l'occurrence celui de GRDF, pour le premier site industriel, et également un réseau de chaleur qui sera alimenté aux alentours du site de production par la chaleur produite par le processus Kairos Énergie.
les résidus sont minéraux. Nous n'avons pas de résidus de carbone et servent, de par la composition de leurs résidus, à enrichir des composts. Donc, on s'en sert en engrais minéral de manière très locale, hein, vraiment en économie circulaire, autour de 30 km autour du site de production. Donc, ce premier site de production va prendre place dans les prochaines semaines. On va pouvoir commencer à produire, à installer l'unité premièrement, et ensuite produire sur la métropole du Mans. Donc, pourquoi Le Mans? Alors, c'est un axe autoroutier, ferroviaire et énergétique très important. On voit, voilà, on dit souvent que c'est une étoile autoroutière, étoile ferroviaire. Et également, les canalisations, les hubs gaziers passent par Le Mans, d'où le choix de cette métropole, et également une métropole qui est extrêmement active dans le domaine de la transition énergétique. Donc le maire président de la métropole, ancien ministre Stéphane Le Foll, est également président du pôle métropolitain, le Mans-Sarthe, qui a un plan climat très ambitieux dans lequel le projet Kéros Énergie s'inscrit pour en fait résoudre des points de ces plans climat. À noter que le projet donc Kéros Énergie fait partie des projets retenus dans le cadre du programme Territoire d'industrie pour le pôle métropolitain. Je cite également la Commission de régulation de l'énergie qui nous a octroyé une dérogation pour l'injection du méthane de synthèse dans le réseau. La dérogation est active depuis le 11 mars de cette année. Donc voilà, on est en phase très active. Les permis de construire, toutes les étapes administratives sont closes. On travaille avec les différents services de l'État et GRDF pour vraiment mettre en œuvre maintenant le procédé Kéros Énergie en économie circulaire. Donc je le rappelle, hein, c'est vraiment l'agriculture dans les 35 km qui vont servir les usages dans ces 35 km en hydrogène, en méthane et en CO2 agroalimentaire sur l'écosystème territorial donc qui s'appelle EcoH2 Le Mans-Sarthe. Voilà, j'ai raccourci un tout petit peu la présentation pour respecter l'horaire prévu. Et voilà, je laisse la parole à Paul et je me tiens bien sûr à votre disposition pour toute explication si nécessaire. Merci à tous, au revoir. Oui, merci, Jean, pour cette présentation synthétique et pour avoir fait l'effort d'avoir été synthétique comme ça. Le message est bien passé. C'était une bonne explication du projet que vous menez. Donc, de nouveau, mes excuses pour on va dépasser les 13 heures, vous avez tout vu. On est quand même encore 140 personnes qui participent, donc ça indique l'intérêt qu'il y a pour ce grand sujet. Donc, je vais passer tout de suite la parole. On va essayer de rester sur les 20 minutes pour clôturer afin que vous puissiez après passer pour le repas du midi. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Marco Binotti, qui va nous expliquer cette autre possibilité de valoriser cette fois de biomasse, mais cette fois-ci une biomasse gazeuse, le biométhane, est classiquement connu pour le reformage, mais il y a une subtilité dans le travail de Marco qui permettra de valoriser le biogaz brut en hydrogène en passant par la technologie qu'il va expliquer. Marco, Yeah. Thank you, Paul, for your kind introduction. Merci beaucoup, Paul. Merci pour votre introduction. Merci pour l'introduction. Et bonjour à tous. Alors, j'espère capter votre attention avant le déjeuner. Donc, je vais tout de suite partager mon écran avec vous. Okay. So
J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Comme Paul vient de le dire, je m'appelle Marco Binotti, je suis chercheur à l'Université Polytechnique de Lausanne, de Milan, et je vais vous présenter le travail que nous sommes en train de faire sur le projet Bionico. Il s'agit d'une solution où on produit de l'hydrogène vert en utilisant le biogaz avec spécifiquement un réacteur à membrane catalytique. Voici la structure de ma présentation. Et en guise d'introduction, je voudrais simplement dire, et je pense que vous le savez déjà grâce à cette conférence, que les volumes d'hydrogène qui seront nécessaires par la suite augmentent, mais quasiment tout l'hydrogène que l'on utilise aujourd'hui n'est pas produit grâce aux énergies renouvelables. 96% correspond à l'hydrogène qui provient des combustibles fossiles. À l'heure actuelle, nous avons seulement 4% qui provient de l'électrolyse et nous espérons que cela provient des énergies renouvelables. Alors, voici notre organisation qui est une joint venture. Nous avons identifié qu'il y a 6 directions, 6 solutions très intéressantes pour la production d'hydrogène. Voilà toutes les possibilités que vous avez à l'heure actuelle, mais au final, si on commence à regarder les coûts et si on analyse le niveau de maturité technologique, on voit qu'il n'y en a que 6. Il n'y en a que 6 au total qui devraient voir le jour par la suite. Bien sûr, entre autres, et dans le lot, nous avons la production de biogaz. Alors, nous avons développé ce projet Bionico afin de produire de l'hydrogène à partir du biogaz. Voilà les informations sur le projet qui a démarré en 2015 et nous avons le projet donc, qui a été terminé il y a à peu près 1 an et vous avez les informations sur le consortium. Donc, globalement, de quoi s'agit-il? Notre objectif au départ était de créer un réacteur très novateur afin de pouvoir produire 100 kg d'hydrogène par jour à partir du biogaz, basé sur un tout nouveau concept qui intègre et la production et la purification de l'hydrogène dans une même unité. Ce nouveau concept est donc essentiellement le réacteur à membrane catalytique où les membranes séparent l'hydrogène qui est produit. Autrement dit, notre objectif était de vérifier que ce système soit suffisamment flexible avec les différents types de biogaz. Et notre autre objectif était de pouvoir mettre en place une démonstration de ce système afin de démontrer son efficacité. Voilà quelque chose dont nous avons déjà parlé. Si nous avons du biogaz et si nous voulons produire de l'hydrogène, nous avançons comme ceci. Nous avons ce qu'on appelle le système conventionnel, la route conventionnelle, où il faut chauffer à 800 degrés pour la reformation, et puis la haute température, et puis la basse température, et puis l'étape de purification, essentiellement basée sur la PSA. Nous avons vérifié l'efficacité de ce genre de système et on atteint 52%, 52% selon nos simulations. L'objectif ici est d'avoir un seul réacteur qui fonctionne à une température réduite, 500 à 600 degrés centigrades, et d'avoir un rendement plus élevé de 70%. Ici, vous voyez comment nous avons structuré le projet avec les différents partenaires pour les différentes étapes. Ce sont tous des partenaires qui ont voulu travailler avec nous, par exemple, à partir des composants, les membranes et les catalyseurs, et pour avancer jusqu'à la phase de test du réacteur. Et tout ceci a été étayé, supporté par les analyses de cycle de vie, par des simulations et ainsi de suite. Donc, permettez-moi de dire quelques mots sur le réacteur à membrane catalytique. Comme nous l'avons déjà dit, notre objectif est de combiner l'étape de la réaction et l'étape de séparation en une seule étape. Donc, il s'agit d'intensifier le processus. Ceci est une très bonne chose parce que cela nous permet d'avoir moins de réacteurs et cela veut dire que cela coûte forcément moins cher au niveau du traitement et les avantages sont sur le plan thermodynamique aussi. Parce que si nous réalisons la séparation en même temps que la production de l'hydrogène, grâce à l'effet shift qui a lieu, le principe Châtelier, si vous déplacez des produits, par exemple, d'un réacteur vers un autre, en même temps que vous poussez la réaction pour qu'il y ait plus d'hydrogène, c'est très bénéfique. Et ceci est possible grâce au séparateur.
Dans notre cas, l'ensemble de réactions qui ont lieu à l'intérieur du réacteur sont l'oxydation. Vous voyez, il y a la réaction thermique, puis la reformation et le déplacement de l'eau. Et ces réactions-là ont toujours lieu ensemble selon le même schéma. Et là, vous avez le réacteur en membrane avec les membranes verticales insérées dans dans le lit fluidisé. Donc ici à gauche, vous voyez le schéma conventionnel. Ça, c'est la limite de combustion traditionnelle que l'on peut outrepasser en utilisant le réacteur à membrane catalytique, parce que là, nous séparons un côté du réacteur et vous avez l'hydrogène pur. Alors, nous avons développé les différents composants. Bien sûr, le premier, c'était les catalyseurs qui avaient besoin de fonctionner à une température plus réduite et nous devions veiller à ce que cela fonctionne à l'intérieur d'un lit fluidisé. De plus, il fallait être sûr qu'il y ait vraiment une résistance à la formation de coke et nous avons une plus forte concentration de CO2 parce que le biogaz est riche en CO2. Donc, pour cette raison, la formation de coke était importante. Et au final, nous avons réussi à sortir la formule qui permet de produire 32 kilos qu'on a pu envoyer à notre site pilote afin de pouvoir supporter les autres exigences que l'on avait au niveau du lit fluidisé et la production de coke. Ensuite, au niveau des membranes, cela constitue le corps du réacteur parce que ce sont ces membranes qui permettent de séparer l'hydrogène. Donc ici à gauche sur la photo, vous voyez les membranes avant Bionico. Après notre intervention, là vous avez les membranes. Regardez l'échelle, regardez la forme des membranes. On a changé la taille et aussi la forme au niveau de l'embout des membranes. Notre objectif était de réduire le risque de fuite, bien sûr, au niveau de ces membranes, et on voulait surtout améliorer la pureté de l'hydrogène. De plus, je voudrais insister sur le fait qu'avant ce projet, on avait des membranes pour la production au laboratoire. Or, aujourd'hui, on en est quasiment à la phase d'industrialisation du produit. Donc là, vous voyez toutes les membranes qui ont été insérées dans le réacteur pilote. Ça, c'est la partie haute qui contient toutes les membranes qui descendent. Et là, vous avez les caractéristiques des membranes. Bien sûr, il y a un très bon niveau de sélectivité et très, très peu de fuite. Bien sûr, nous avons mis en place une activité de test également. Ceci a été réalisé à l'Université technique d'Eindhoven. Là, vous avez quelques résultats à l'écran, mais cette activité à grande échelle a été très utile pour démontrer le fonctionnement de notre concept, mais également afin de comprendre comment fonctionne le réacteur sur le plan thermodynamique et nous avons pu réaliser la modélisation nécessaire. Nous avons pu récupérer jusqu'à 56% de H2 avec un niveau de pureté de 99,65%. Ensuite, l'activité de modélisation qui a soutenu tout le projet, vous avez le début de l'utilisation avec le réacteur à membrane à l'intérieur de tout le système et ensuite nous avons pu vérifier la performance de tous les paramètres, bien sûr en comparant avec le système conventionnel. Et voici les résultats. Si nous regardons l'efficience du système, ici vous avez les différents types de biogaz, les digestats et les produits en provenance de déchetterie, par exemple. Vous voyez la différence en termes de pourcentage. Les niveaux d'efficacité ou d'efficience peuvent tendre au-delà de 71% si vous regardez ces résultats. Ce travail de simulation fut important et nous a permis surtout d'estimer le coût de l'hydrogène, le coût de la production de l'hydrogène. Le coût s'élève à peu près 7%. Le chiffre est très bas et c'est vraiment très approximatif, basé sur les premiers estimatifs que nous avons pu formuler. Voici, je pense, la partie la plus importante du projet. Nous avons réussi à construire un réacteur qui est capable de produire 100 kg par jour avec au total 125 membranes. Ça, c'est le réacteur à membrane catalytique le plus gros qui ait été produit de notre point de vue.
à notre connaissance. Et sachez simplement que vous avez une très jolie vidéo qui vous permet de voir toutes les phases de construction de ce bioréacteur. Alors, la phase test, toute la partie test, c'était en fin de compte le talon d'Achille du projet parce que euh, nous avons eu un échec, pas du tout à cause du réacteur, mais à cause du système de contrôle du système métrique qui, au final, a endommagé le réacteur. Donc, nous n'avons pas pu tester grand-chose. On n'a pas pu atteindre les conditions idéales pour le fonctionnement, mais nous avons pu produire de l'hydrogène très, très pur. Mais l'étape qui manque concerne les tests au sein d'une usine, une véritable usine de biogaz. Ça, nous n'avons pas encore pu le faire. Et donc ici, pour résumer, voici les résultats du projet. Nous avons développé un certain nombre de nouveaux composants pour ce genre de réacteur, pour produire de l'hydrogène et du biogaz. Donc, nous avons les nouvelles membranes. Nous avons acquis énormément de connaissances également sur comment construire ce genre de réacteur, comment les modéliser, et beaucoup de réussite également au niveau du design et de la fabrication du réacteur d'une grande taille, et malheureusement, la phase de test a été un petit peu limitée, 115 heures seulement. Au niveau des chiffres, nous savons que nous pouvons nous attendre à un niveau d'efficience de plus de 72%. C'est bien plus élevé que les 52% qu'on a mentionné plus haut. Et nous avons un niveau de 4 euros par kilo pour le LCOH. Et le niveau de pureté, comme je l'ai dit, est très élevé. Donc voilà, ce projet nous a permis d'avancer au niveau de la technologie des réacteurs à membrane catalytique, et nous sommes en train de réfléchir à un autre système où on utilise le biogaz pour en faire de l'hydrogène directement. Donc voilà un chiffre qui dit que si nous convertissons 10% du biogaz qui existe au sein de l'Union européenne avec Bionico, nous serons en mesure de couvrir quasiment toute la demande en hydrogène pour l'Union européenne et les objectifs vis-à-vis du développement durable pour 2030. Mais le point faible du projet, comme je l'ai dit, c'était la phase test. Mais très heureusement, fort heureusement, nous avons un autre projet qui s'appelle Macbeth. Et ce projet a un autre objectif qui est de réunir toutes les connaissances que vous avez pour ce genre de réacteur afin d'en faire une application tout d'abord pour la production d'hydrogène à partir de biogaz. Donc, au sein de ce projet, nous allons tester pendant environ 4000 heures chacun des réacteurs à membrane catalytique pour chacune des applications. Le but étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter les niveaux d'efficience à 70%, tel que vérifié au sein de Bionica. Voilà notre consortium. Ça, c'est pour le nouveau projet Macbeth, et Evonik est le coordinateur, mais il y a bon nombre d'autres sociétés, des sociétés françaises par exemple, qui sont en train de pousser vers l'avant cette technologie, et grâce à Bionico, nous avons presque atteint le stade de la commercialisation. Là, vous avez les liens où vous trouverez toutes les informations sur les projets, mon groupe de recherche également. Mesdames et messieurs, merci de votre écoute, merci de votre attention. Et juste, je voudrais rajouter un commentaire suite à la question d'Amandine. Ce projet utilise un lie fluidisé. C'est un réacteur à base de lie fluidisé, comme cela a été montré un peu plus haut. Voilà. Vous voyez, il s'agit d'un lit fluidisé. Cela permet d'outrepasser ou de contourner les problèmes avec le contrôle de température. Et cela permet aussi de résoudre les problèmes de polarisation de la concentration. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je répète, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.